Ok, ça c'est ce que je voulais vous montrer et on va le mettre en plein écran. Oui, je pense que c'est ça. Parfait. Donc, merci Lamia parce que tu introduis très bien notre objet. Je voulais me concentrer aujourd'hui sur une des 3 séries dont tu as parlé et notamment Moments in Love ou plus précisément Master of None Presents Moments in Love. Donc, le sujet du colloque, l'amour, est très en lien, comme j'essaierai de vous le montrer, avec l'incertitude. Thème, sujet ou même structure de sentiment, pour emprunter ce terme à Raymond Williams, qui est au cœur de l'époque contemporaine et sur lequel je travaille actuellement. L'incertitude est un état d'esprit que nous connaissons très bien aujourd'hui, époque de crise, elle touche tout autant au plan de l'économie, de la politique, de l'écologie, de notre idée de futur, tout autant qu'au social et aux relations. Un sentiment de mal-être et de perte de repères et une plus grande tendance à choisir des solutions peut-être temporaires et individuelles à chercher dans le nouvel esprit du capitalisme qui isole, personnalise. Donc, ça nous fait penser aussi beaucoup à notre relation aux écrans et aux médias lorsqu'on parle d'individualisation de l'expérience et personnalisation. Donc, on sait très bien à quel point Netflix et autres plateformes encouragent vraiment une sorte de visionnage basé sur nos goûts personnels ou une illusion de pouvoir choisir. Donc là aussi, tendance à l'incertitude est centrale. Hein. On ne va pas penser à nos soirées passées à chercher des contenus à regarder dans le doute de se tromper ou même dans cette peur que David Bordwell exprimait très bien de ne pas réussir à finir une série parce que la série va être annulée avant, c'est ça, à un moment donné, de manière impromptue, ou bien que nous quittions ce monde avant que la série se termine. Donc, problème lié à l'objet sériel et série qui incarne bien, comme je disais, cette structure de sentiment de l'incertitude, tout en pointant donc certains moments cruellement délicats de la vie, comme les ruptures, le divorce et en général des troubles dans des relations. Donc, c'est ce que, à mon avis, Scenes for a Marriage comme phénomène exprime bien. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi est-ce que ces séries-là sont réadaptées aujourd'hui? Donc, peut-être qu'on a... Donc, la réponse, c'est parce que donc, cela répond bien à cet état d'esprit ou à cette structure de sentiment qui nous accapare dans les temps courants. Et donc, il m'a semblé intéressant d'observer cette arrivée presque simultanée de la version HBO et de la version Netflix, donc l'une sur une chaîne câblée premium, HBO, connue donc pour ses séries particulièrement raffinées, destinées à un public connaisseur, signée à Guy Levy, scénariste, maître des dialogues et des crises de couple, spécialiste des drames psychologiques et psychologisants comme In Treatment ou The Affair, pour en citer quelques-uns. Et deuxièmement, Netflix, donc, qui décide de produire la 3e saison d'une série à succès, Master of None, d'une série plutôt légère, comique, qui était donc marquée par la présence d'un personnage central, Dev, joué par Aziz Ansari lui-même, et 2 saisons qui, tout en étant très différentes l'une de l'autre, proposaient déjà d'une manière plutôt légère donc, la question du décryptage, du langage amoureux et de son échec. Il s'agissait d'une série proposant carrément une expérience de l'inconfort. Elle continue à le faire avec la saison 3 et elle y va même avec beaucoup de force. Ici, un utilisateur de Reddit soulignait donc que le titre Master of None, donc c'est vraiment l'idée que they aren't masters of anything, donc il y a plein de fautes d'orthographe, mais donc, c'est l'idée que tous les personnages, donc au contraire de histoire à succès, vont vraiment vivre des échecs et c'est des gens qui n'y arrivent pas. Donc, j'adore ce type de personnage. C'est vraiment sur ça, dans ce type de personnage que s'incarne cet esprit, cette structure de sentiment, de l'incertitude. Donc, vraiment le fait d'être master of none. Mais donc, pourquoi refaire et quel est l'effet de cette nouvelle adaptation
d'adaptation sur l'original, ainsi que dans le panorama médiatique, ainsi qu'est-ce que ça nous dit sur l'amour aujourd'hui. Je m'intéresse à l'adaptation comme un phénomène sériel, en définissant celle-ci dans le sillage de Francesco Casetti, qui la définit comme la réapparition d'un discours dans un nouveau contexte. Donc, lorsqu'on adapte, lorsqu'une nouvelle adaptation arrive, c'est un ancien discours qui prend une nouvelle place dans un contexte différent. Il faut donc s'intéresser à la nouvelle situation de communication qui rend possible une telle réapparition. D'abord, donc, l'objet que nous analysons aujourd'hui est une saison d'une série. Il y a donc déjà l'enjeu relevant de l'instabilité des formes et du plaisir créatif qui peut en découler, donc à l'intérieur de Master of None elle-même. Une série s'éloigne temporairement du monde de la production entre la saison 2 et la saison 3 à la suite d'accusations d'agression sexuelle. Donc, mouvement MeToo qui souligne ce genre de comportement et qui les châtie. Après le hiatus, il revient avec cette saison qu'il a coécrite avec Lena Waithe et Alan Yang, mais sa présence à l'écran sera très réduite. Il s'agit cette fois d'une nouvelle focalisation sur un personnage, Denise, qui était déjà présent comme ami du protagoniste dans les 2 autres saisons. Et Master of None se dessine ainsi comme une série possédant une diégèse en monde assez large. Ah, pardon, je n'ai pas vu. Assez large pour contenir sans contradiction plusieurs personnages et plusieurs récits indépendants. Dans le contexte contemporain, les plateformes représentent des espaces de création qui dépassent les formats traditionnels, en particulier dans le cadre de la durée. Le genre est également remis en cause dans le sens d'un mélange qui permet de traiter des thèmes dramatiques ou sérieux avec la comédie d'une manière plus décloisonnée. Tournée en Angleterre pendant le confinement, vous voyez l'image, la série est élaborée à partir d'un contexte qui est lui-même étouffant. Donc, ils vont tourner dans une maison en Angleterre, puis on fait semblant que c'est aux États-Unis, mais peu importe. Donc, série qui, comme vous voyez dans ici Rotten Tomatoes, marche d'une manière tout à fait inégale. Les critiques, la plupart des critiques ont apprécié, mais il n'y a pas consensus, alors que le public a trouvé ça vraiment plate, vraiment lente. Ou alors, non, ça n'a pas, si on regarde Reddit, pour résumer un peu rapidement, je n'ai pas fait une analyse du fond, mais il y a vraiment plutôt une grande déception par rapport aux 2 autres saisons qui avaient été perçues beaucoup plus dynamiques et divertissantes. Donc, voilà, ici, le consensus, c'est que c'est du slow TV presque, mais qu'il y a quand même un élément cinématographique porté notamment par le jeu de ces 2 actrices qui, elles ont reçu respectivement BAFTA pour Naomi Ackie et un Emmy pour Lena Waithe. Donc, c'est des grandes actrices qui vraiment portent la série. Mais donc, ça ne suffit pas à ce que ça soit considéré une très bonne série par le public. Donc, la série aborde la représentation d'un couple queer afrodescendant. Ceci est compréhensible dans le contexte contemporain dans lequel les plateformes et dans le spécifique Netflix proposent quelques titres qui ont commencé à mettre en scène des couples LGBTQIA+, de manière plus ouverte, sereine, s'éloignant progressivement des stéréotypes qui l'ont historiquement caractérisé. Les points problématisés sont surtout le couple, le statut de personne noire, mais pas nécessairement la question du queer, sauf nécessairement pour la trajectoire de la procréation, qui est évidemment donc déterminée par ce genre de par le type de relation. Une grande attention est portée aux modalités de celle-ci, donc surtout dans l'épisode 4, centré sur Alicia, dont Lamia a un peu parlé. La sexualité et la vie du couple sont au cœur de la série et ne sont pas présentées aux prises avec l'homophobie. Plutôt, la saison s'ancre dans la volonté de montrer, comme l'avait fait Bergman à son époque, les limites étouffantes du cadre normatif d'un couple. Le couple est montré comme déjà à l'abri d'une incertitude initiale et plutôt aux prises avec la longue durée, le quotidien et la crise qui découle de celle-ci jusqu'à éclater. Le couple est installé confortablement dans un lieu idyllique, s'interrogeant de manière civile et privilégiée sur la place du succès professionnel dans leur vie et de leurs attentes respectives pour la suite. Elles ont le choix, leur liberté est par contre ce qui vient à manquer. Déjà présent chez Bergman, donc, mais je ne reviendrai pas.
la question des enjeux de rôle prescrits au sein d'un couple a des répercussions sur le bien-être individuel. Soulignant donc l'aspect formel qui est très important pour renforcer cette dimension donc, de l'étouffement, du fait que le couple est arrivé à être pris quelque part dans une sorte de prison. La saison est constituée de 5 chapitres, de 55 à 22 minutes, donc c'est très inégal. La forme visuelle est très intéressante. On produit donc une image tournée avec un ratio 4:3, clairement dans l'hommage à la télévision des années 70 du Bergman originel, y compris pour le grain de l'image qui reproduit l'effet de la pellicule, voire aussi, comme le souligne un critique, Alan Sepinwall, qui dit qu'à part l'ordinateur et le processus de procréation assistée, voire la presque absence d'homophobie, on pourrait se croire carrément dans les années 70. La caméra est la plupart du temps statique, les lieux sont mis de l'avant par des plans souvent vides que les personnages traversent. C'est une saison lente et parfois longue, malgré le nombre limité des épisodes. Donc, je dirais que la série, ça c'est mon hypothèse, relève donc d'une politique de l'incertitude qu'on peut retracer dans les séries contemporaines et qui répond un peu à certains de ces éléments. Donc, on a une sorte de grammaire du transnationalisme qui est en place, notamment mise en place par Netflix, selon Marieke Jenner, qui part donc carrément d'une réinvention de la télévision par cette plateforme, jouant donc sur une dimension de l'humanisme libéral. Dans ce sens, on aurait vraiment toute cette attention pour les minorités, la place du queer, la place vraiment d'une plus grande possibilité de discuter et de représenter des thèmes qui sont très présents dans la société civile et notamment pour les personnes plus jeunes. La place des créateurs et créatrices appartenant à des communautés marginalisées, des choix qui vont vers l'acceptation de la négativité, et c'est sur ça que j'aimerais me arrêter aujourd'hui, et donc aussi la place de l'échec. Donc, je dirais que la série fait partie de ce processus et montre quelque part aussi, si on veut, la violence quelque part de cette normalisation des minorités qui est en train de se faire, la normalisation du queer, dans le sens où on montre carrément dans cette série que représenter un couple, qu'il s'agisse d'un couple queer ou autre, aux prises avec un processus de couple normé, linéaire, dans une progression que toute série semblerait encourager, ça ne marche pas à tous les coups. Et donc, peut-être que cette série est intéressante et frustrante parce que s'inscrivant parfaitement dans cette politique de l'incertitude montre que tous les efforts aussi mis en place par les plateformes, relevant donc de cette grammaire du transnationalisme, quelque part, parfois roule à vide et tombe à l'eau. Donc, c'est intéressant de montrer une série qui tombe à l'eau, justement parce que ça nous montre aussi les points critiques et les limites de ce qu'on essaie de faire en termes d'industrie. Donc, la saison n'est vraiment pas une comédie. Ça a été critiqué pour cela par certains chercheurs, par certains critiques. Donc, il y a cette insatisfaction, encore une fois, que j'ai déjà soulignée et qui relève quand même aussi de la structure de sentiment, de l'incertitude. C'est quelque part aussi à mettre en lien avec notre agir dans un monde incertain, qui est celui de la modernité liquide de Bauman, si on veut, ou encore celui défini par Michel Caluan et Boltanski, comme justement agir dans un monde incertain. Une perte de repères, donc, qui s'applique aux relations, qui émergent puisque les individus sont pris dans un système qui individualise, privant ici les deux membres du couple d'un système de soutien, d'un réseau. Donc, les amis sont plus des amis. Ici, une citation, "You don't call me anymore, we are not the same friends we used to be." Si la réussite du couple cette maison est représentée par cette maison à la campagne, l'espace isole, coupe les liens. La relation avec les amis, l'apparition d'Ansari et sa conjointe représentent dans les faits un échec complet. Le repas se transforme en situation inconfortable qui fait apparaître toutes les frictions cachées. Une telle solitude et perte de repères sont le résultat d'une illusion liée à une vision linéaire et normée que le parcours naturel
soit nécessairement celui du couple monogame à succès, que le bonheur se trouve dans une tension vers le futur, le projet d'un enfant, vers un avenir qui promet toujours plus de succès. La dimension écrasante du cadre est donc visible dans la manière de composer l'image. On a vu quelques captures d'écran tout à l'heure. L'espace apparaît quadrillé selon des rôles performés avant que l'individualité puisse se manifester ou s'exprimer. Et par contre, donc, il y a ce plan. J'ai juste pris celui de Master of None, mais on retrouve quelque part quelque chose de très similaire dans les deux autres versions de Bergman. Voilà, la voiture, lorsque le couple, qui n'est plus un couple, se rend dans la maison à la campagne. Et en fait, c'est ça qui m'a fait comprendre, je l'avoue, que cette série était une adaptation de Scenes from Marriage. Je n'avais pas catché au tout début. Et c'est vraiment ce plan qui m'a donné le déclic. Et je me suis dit, il y a quelque chose là qui est vraiment très symbolique, très important, parce qu'on comprend que donc, il y a un enjeu par rapport à la temporalité, par rapport à l'image du futur, par rapport à l'idée d'évolution. Donc, la voiture tourne et avance vers la gauche, comme chez Bergman, comme chez Lévy, à l'envers du sens attendu de l'avancement linéaire vers la droite, contre le sens de lecture attendu normé. On pied de nez à l'idée de couple comme système d'avancement tel que les deux personnages croyaient jusqu'à très récemment pouvoir développer. Et donc, c'est justement là que le plaisir et le désir réémergent, se retrouvent, étant capables de revenir, de réapparaître, un peu comme des revenants, là où le chemin linéaire ne peut pas les produire, les retrouver. Et c'est donc ce rapprochement avec une idée de relation au passé, de revenance, que, à mon avis, on peut faire un lien, c'est un peu une boutade, mais je pense qu'il y a quelque chose à explorer là-dedans, avec vraiment une dimension de l'horreur. C'est un peu un hasard qu'en travaillant sur l'essai vidéo portant sur l'espace de la maison comme un lieu qui symbolise l'état étouffant du couple, m'amène à insérer des images de deux séries d'horreur. Donc, j'avais ajouté des images de maison dans The Haunting of Hill House et de plus récente, The Watcher. Quelque part, il y a une dimension donc de revenance. C'est une série d'horreurs. Le couple ne peut se manifester qu'en tant que revenant. L'avancée vers l'horizon du bonheur attendu n'est pas possible. Et donc, ici, le transfert vers PowerPoint a coupé la totalité de mon écran, c'est pas grave. La structure de sentiment d'incertitude met de l'avant des sensibilités alternatives à celles qui promeuvent une prise unique sur les choses. Au contraire, une ouverture à l'inconnu à partir d'une perspective plus microscopique et multiple apparaît dans des narrations remplies d'histoires de pertes, d'errance, défaites. La capacité négative, concept formulé pour la première fois par John Keats, consiste en l'acceptation du fait que les outils rationnels et les solutions toutes faites ne suffisent pas et que l'imperfection ou la complexité, allant jusqu'à l'échec, serait à voir comme des composantes essentielles de notre expérience du monde. Il s'agit de la capacité d'un homme, alors je cite Keats, à être dans l'incertain, le mystère, le doute, sans chercher obstinément les faits et la raison. Il écrivait en 1817. On remarque dans cette définition l'importance de la multiplicité de points de vue, ainsi que surtout le besoin de renoncer à avoir une réponse unique, rationnelle, au sujet de la complexité du monde. On le retrouve donc dans cette introspection parfois vouée à la dérive qu'on voit dans plusieurs plans, notamment le plan final qui isole Denise et que plusieurs fans ont théorisé comme la preuve que tout ce qui s'est passé dans le dernier épisode ne relevait seulement du rêve, donc un rêve de revenir à l'arrière, rêve de revenir à une union, une harmonie possible. Bref, une telle incertitude qu'on peut retrouver aussi chez Virginia Woolf notamment, la capacité de quelque chose de continuer à devenir, d'aller au-delà, d'être impossible à circonscrire, de contenir plus, qui me paraît comme une des composantes de ce phénomène, auquel on peut vraiment lier la négativité queer. On en avait un peu parlé avec Joël hier, où le queer serait entendu comme prise de distance de la productivité normative et il correspond pour certains donc au refus d'une idée de futur comme espace de reproduction. Il serait donc une approche incompatible avec la progression attendue d'une série
ou d'un couple, bien entendu. Et donc, ce serait donc davantage la subversion de l'ordinaire, de l'étrange, de l'irrégulier. Mais c'est là-dedans où, dans cette négativité, dans cette négation d'une possibilité de futur, qu'il y a quelque chose de très intéressant et aussi, je dirais, d'un point de vue narratif, puisque c'est strictement en lien avec le désir. Donc, on voit que le désir des deux personnages peut chercher, je ne dis pas nécessairement trouver, mais une autre forme d'incarnation qui va au-delà de la dimension du couple et au-delà de la dimension de couple comme projet linéaire qui avance vers un sens attendu. Et donc, une poétique de l'incertitude, une somme de stratégies formelles, narratives, représentationnelles qui nous transmettent une image d'instabilité et qui, pour cette raison, mettent à mal les normes. La répétition typique des séries met en branle aussi une question de destruction du couple. On le voit dans les plans étouffants, dans les plans vides ou encore ici, dans les séquences qui suivent la rupture lorsque, dans le dernier épisode, les deux protagonistes se retrouvent dans une maison qu'on reparcourt. Elle a été louée comme un Airbnb très sinistre, avec ici des oursins en peluche vraiment inquiétants, par exemple. Et encore une fois, donc, réhabiter cet espace en cachette, la maison s'ancre à la construction sérielle en devenant un espace qui est symbole du couple lui-même, d'un questionnement jamais terminé qui l'habite. Ici, donc, dans la prochaine diapositive, je vois les citations sont coupées, c'est pas grave, j'ai déjà dit. Donc, pour conclure, pourquoi réadapter Scenes for a Marriage? Donc, piste de réponse, parce que la série de Bergman se prête bien à donner encore des réponses dans un monde qui n'est plus celui de 1973, mais qui est traversé par une exacerbation des incertitudes qui émergeaient déjà à l'époque. Ce phénomène est à lire dans un contexte télévisuel saturé, où à côté de grands récits avec des personnages inébranlables, apparaissent de plus en plus de personnages maladroits, hésitants ou vivant des échecs. Et la tendance à l'incertitude est mettre en lien avec les mouvements MeToo, également une plus grande sensibilité dans l'espace civil à l'ouverture vers des thèmes nouveaux, autrefois de type marginal. Et encore, les formes et les contenus se montrent plus perméables à la désorientation et à une réflexion sur l'échec. Deuxième piste de réponse, dans ce contexte saturé, donc on veut continuellement produire du nouveau, mais les possibilités de faire du nouveau sont limitées par une rigidité de cadre, malgré l'ouverture croissante. Donc, on va reprendre quelque chose d'ancien, mais pour, encore une fois, répondre à ce besoin de continuer d'élaborer des réponses sur les relations, l'intimité et l'amour. Et finalement, parce que donc chercher des réponses n'est pas évident au sujet de ce thème, l'amour et les relations elles-mêmes sont prises dans une structure de sentiment de l'incertitude. Ils participent avec les séries à construire celles-ci, loin de pouvoir nous donner des formes de répit. Donc, je peux m'arrêter là. Merci. Je vais rallumer, parce qu'on est dans ce moment-là. Oui. Peut-être, vu que tu es parmi les panélistes, je peux animer la discussion. Donc, merci à Lamia, puis à Martha. Lamia, est-ce que tu veux venir ici pour la discussion? Enfin, oui, il y a des questions. Donc, Annick, vas-y. C'est une question. Oui. J'aime beaucoup, en fait, tu sais, quand tu évoques l'horaire, parce que moi, la voiture, comme ça, me fait penser au début de chaîne. Oui. C'est vrai. L'intérêt du refait, pour moi, est évident, parce que les réalisateurs des séries le font beaucoup rendre hommage aussi à certains films qui ont été marquants. Et là, je vois très bien, donc je connais pas, j'ai pas écouté cette série-là, je connais juste un petit peu la première, mais ça me semble évident qu'il y a un travail qui va dans ce sens-là, qui va justifier de refaire, de faire dialoguer certaines œuvres. Oui, totalement, absolument. Puis, si vous le reprendre ce qu'on disait hier, c'est aussi la fin de Six Feet Under, mais c'est vrai que ça ne va pas dans ce sens-là. Il faudrait vraiment comparer
Six Feet Under, ça va tout droit. Je me souviens bien. Ça avance vers l'avenir, vers le futur. C'est vraiment l'idée de futur. Alors que là, l'horreur, ouais, c'est une piste. Ça confirme un peu cette piste-là. Merci. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais une question pour Lamia. C'est très simple, mais par rapport à tout ce que tu dis, pourquoi les séries, à ton avis, incarnent bien ce genre d'enjeux ou représentent bien les enjeux que tu présentes? Les enjeux que je présente en général, pourquoi les séries représentent les enjeux de la réalité sociale, genre. Les enjeux en particulier que tu présentes, est-ce que tu as l'impression que c'est ces séries en particulier ou qu'il y a quelque chose à creuser dans la sérialité en général? Bah, je te dirais que on va dire, je pense que de la manière dont les séries se sont divisées dans le temps, c'est ce que je voulais aussi dire hier pendant la conversation qu'on avait eue avec les personnes qui s'occupaient des festivals et tout ça, c'est que les séries, elles se divisent en 3 grosses politiques, et la dernière, c'est celle qui remettait un peu en avant, c'est la post-9/11, celle où on avait les gars qui revenaient en avant, on avait des Avengers, on avait Doctor House, on avait Night to Me. Et là, j'ai l'impression qu'on on avait les gros bras qui étaient mis en avant. Mais là, j'ai l'impression qu'on a un retour justement vers, comme on avait dit avec la présentation de Céline, justement, qui expliquait justement ce cœur féminin et tout ça. J'ai l'impression qu'on avait comme pas assez élaboré sur l'amour sans que ça soit kitsch. Et que maintenant, on est en train de nous dire, comme tu disais avec ta série, c'est pas grave de failer. Parce que, comme justement avec les séries post-9/11, tous nos héros étaient justement des héros qui failent, mais qui mettent en avant justement le dilemme éthique. Donc, les héros qui failent, par exemple, comme on avait dit, soit Dr House qui a la jambe qui est cassée, soit ils ont perdu leur femme, ils ont perdu leurs enfants, et c'est ça qui les motive, justement. Mais là, je pense qu'on a justement, on met en avant l'amour, et on met en avant l'amour qui, peut-être des fois, échoue, et on met en avant l'amour qui... Des fois, on a des relations adultères, des fois, on ne sait pas, des fois... Donc, je pense que c'est cette question de nous mettre en avant l'idée que c'est pas failer que d'être normaux. Donc, comme tu le disais avec la tienne, c'est... Parce que Master of None, il faut dire la vérité, la première saison, elle est épique. La deuxième, moi, j'ai moins aimé, mais celle-ci, si je n'avais pas vu Bergman avant, m'aurait énormément ennuyée. Parce que moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime bien les séries sur l'amour et tout ça, justement, qui est très rigolo. Mais en ayant justement le spectre et justement le changement de dynamique et la vision et le côté très, on va dire le côté très carré de dynamique, genre Wall Street de Agaï Levy, où tout est beau, tout est joli, tout est trop propre. Oui, c'est alors que là, on a le bruit du silence, la lourdeur. Et je pense que c'est un peu comme avec Shining, on a cette idée de se dire que c'est marrant parce que là, le canapé vert, il est un peu bizarre. Alors que dans les autres, le canapé, il est carré. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Et je pense que c'est comme ça qu'on la regarde. Mais je pense que cette idée-là de failer, c'est normal, failer, c'est cool. Donc, on est tous normaux, en fait. Yes. C'est ça. Moi, j'ai une question pour vous deux, et puis n'importe qui a vu la série. Les séries, moi, je ne les ai pas vues. Et est-ce qu'un couple peut apprendre de ces séries et puis améliorer son comportement, sa communication? Vous pensez qu'il y a ça à l'intérieur de ça? Ou est-ce que là, vous les avez analysés, vous les avez comparés à la psychanalyse et tout, à la psychologie? Est-ce qu'il y a un potentiel éducatif à ce niveau-là? Est-ce que je peux répondre? Vas-y. Justement, la meilleure façon, je pense, de répondre, c'est ça, c'est que pendant que je faisais les analyses, ça m'a pris comme... Après, c'est 1 an qu'on est sur ces séries. Donc, on a fait une analyse sérielle d'abord, on a parlé, il n'y avait pas encore les thèmes et tout, et ça. Et je l'ai regardé avec mon conjoint, donc de temps en temps, on pique à la série et qui regarde. À chaque fois qu'il y a eu quelque chose, la tête se décomposait de mon conjoint en faisant... Genre pour dire, merde, nous, si on fait pareil. Ou... Hier, en lui expliquant justement, en essayant de faire ma présentation devant lui pour dire, OK, est-ce que je suis dans les temps et tout ça, je voyais sa tête un petit peu aussi se décomposer quand je disais, elles sont en charge du travail émotionnel, elle est juste comme en train de réfléchir en se disant, mais attends, est-ce que c'est genre... Donc, je pense qu'on se retrouve dans tous les personnages des séries télé, que tu le veuilles ou non, et c'est ça qu'on appelle justement comment tu embarques dans le dilemme éthique pour te dire est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Hier, on parlait justement avec Clara de Handmaid's Tale et de la saison 4, je ne spoil rien à personne, mais justement, il y a un gros dilemme éthique à l'intérieur où tu commences presque à détester le personnage principal, mais avant tu dis, est-ce que je le déteste vraiment? Ou quand tu réfléchis bien, toi aussi, tu dirais, non, sur ma vie, moi aussi, j'aurais fait pareil, même si c'est violent. T'as compris? Donc, je pense que ce délire-là de se dire, il y a une valeur éthique à laquelle on est tout le temps mise, à laquelle on doit tout le temps justement répondre, et on les laisse eux décider c'est quoi le choix, et après toi d'ailleurs t'es comme, c'est comme faire l'expérience mais d'une manière très safe sur ton canapé, et donc t'es assis, t'es comme,
Ah, tu vois, moi, j'aurais pas fait pareil. C'est pour ça, hier, avec Anne-Marie Parent, l'histoire de la voiture, on la casse, c'est violent. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et pourtant, oui, c'est violent. Mais non, c'est pas violent parce que, et c'est un peu nul que ça soit toujours une réaction, le féminisme. Donc, tous ces petits trucs-là que tout le monde peut adapter, quoi qu'il arrive, tu vas réagir et tu vas te retrouver dedans. Comment tu te retrouves? Attendez pas. Comment tu vas Ouais, c'est ça. Trop dans ta vie. Non, mais tu pourras le comportement qui change. Je suis sûre que oui. Moi, en regardant, il y a des choses que je me suis dit, ah, c'est pas mal, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça. Mais de toute façon, sans rentrer dans la psychanalyse, parce qu'on a vu qu'il y avait des ambiguïtés, je pense qu'à un moment donné, tu changes de comportement à chaque fois que tu regardes un film ou une série. Je pense que tu as vu Jurassic Park, s'il y a vraiment un T-Rex, tu sais qu'il ne faut pas bouger, tu vois. Donc, je pense que ça joue comme ça. Oui, non, c'est ça, j'irai dans le même sens, dans le sens où, sans entrer dans la biographie, j'ai pleuré ma vie en regardant, surtout HBO, je dois avouer. Pour plusieurs raisons, mais qui relèvent du jeu d'acteur-actrice. Dans mon cas, ça a bien marché et je pense que effectivement après, c'est des choses, parce que j'ai appris des choses, c'était plutôt dire, ah, voilà comment ça se passe, est-ce que moi je fais ça? Je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule, je vais la prochaine fois peut-être faire mieux si j'ai l'occasion. Est-ce que je voudrais renchérir sur cette question qui me semble vraiment centrale, puis vous poser une autre question, parce que je me rends compte qu'il y a un énorme angle mort dans nos analyses. Mais c'est pas que ça affecte pas la qualité des analyses, mais je me demande pourquoi on l'a ignoré. Mais la question de qu'est-ce que ça fait? Moi, j'ai l'impression que par les séries comme par la littérature, on apprend des patterns relationnels, des patterns interprétatifs qui peut-être ne s'appliquent pas exactement à notre réalité, mais qui rassemblent à des choses qui font partie d'une certaine dynamique de par le fait que tout le monde a pas mal les mêmes repères, même si on essaie de remettre en question, mais on apprend. C'est pour ça que je trouve intéressant l'angle de la culture thérapeutique pour montrer à quel point ces séries ont l'intelligence à partir de Bergman, qui était le premier qui le faisait de façon magistrale. Moi, là, c'est là que j'ai pleuré ma vie parce que je trouve ça vraiment saisissant de montrer comme les gens essayent tellement fort de répondre à toutes les injonctions justement qui viennent de toute la littérature de conseil sur qu'est-ce qu'il faut faire dans une relation. Mais puis finalement, justement, il y a les aléas de la vie, il y a les rencontres, il y a toute une série de contingences et des complexités qui ne peuvent pas être gérées, ce qui m'amène à la deuxième question. On n'avait jamais parlé des échecs professionnels de la moitié du couple. Alors, Johan subit un échec professionnel énorme parce qu'il a son séjour à Paris finalement où le poste est je ne me rappelle plus, mais il a une déception professionnelle énorme. Mira perd sa job et Denise, elle ne peut plus écrire. Elle a écrit un roman à succès, un best-seller hallucinant. C'est la nouvelle promesse, tout le monde vient l'interviewer parce que le New York, on comprend que c'est New York Review of Books qui veut faire un entretien avec elle et elle n'arrive pas à écrire et elle passe une crise existentielle hallucinante. Donc, j'ai l'impression que ça ajoute une dimension d'incertitude, justement. Tu fais très bien de souligner cette idée de l'incertitude de là, évidemment, le contexte de la COVID, mais les États-Unis post-crise financière 2007, les États-Unis de Trump, évidemment, parce que là, on n'a pas affaire avec des gens qui sont, je pense, très MAGA, Make America Great Again, etc. OK, toutes ces incertitudes aussi du contexte et de la façon dont ça affecte la carrière. Mira, qui a un travail hallucinant, où elle a des responsabilités incroyables, justement, dans le monde, si je me rappelle bien, de nouvelles technologies, donc très Silicon Valley, etc., qui perd sa job et elle doit se réinventer, etc. Et tout ça, on n'a pas regardé ça, mais de mon point de vue, disons, un peu plus, si vous voulez, sociaux, ça compte énormément parce que c'est ça qui porte une pression gigantesque aussi sur les dynamiques à l'intérieur du couple, justement, dans lesquelles on doit se donner un soutien réciproque, mais qu'est-ce qui se passe quand les deux ont besoin de soutien? Qu'est-ce qui se passe quand les deux doivent se réinventer?
Et je me demandais pourquoi, d'après vous, on n'en a jamais parlé de cette dimension-là. Mais moi, Professionnelle. Moi, je pense que c'est... Vas-y. Excuse-moi. Vas-y. Non, c'est ça. Dans ma perspective, c'est quand même, ça reste quand même dans une sphère de très grands privilèges, ce qu'on voit. Dans le sens où, oui, il y a des enjeux très personnels par rapport à ce que l'individu perçoit comme du succès ou de l'échec, mais ce n'est pas des gens qui ont des problèmes financiers, Non, pas par ça. exemple. Oui, ça, c'est vrai. Il y a des questions, par exemple, de rapport de force, de pouvoir entre le couple ou dans tous les cas, parce que c'est là où ça m'a touché le plus. Effectivement, dans la relation se construit sur une inégalité incroyable et où l'échec de l'une n'est pas perçu comme tel, parce que de toute façon, par exemple, elle est partie avec ses talents pour prendre des avions, pour de toute façon se réinventer, alors que lui, il reste à la maison avec sa fille, chose qu'il adore, mais en même temps... Il est prisonnier quand même. C'est des relations particulières. Donc, moi, c'est sûr, ça participe de l'incertitude de l'individu dans une société qui t'isole. Donc, moi, j'irais carrément dans ce sens. Après, ça reste, et ça a été une des critiques de Master of None, justement, un type de récit relevant d'un genre en gros, du cinéma un peu intellectuel, où les personnes ont le temps et le droit de rester s'interroger sur leurs problèmes. Je ne sais pas s'il y a un nom, genre précis. Dans un genre mumblecore, un peu, genre. C'est la même chose dans Mariage Story, par exemple. Voilà. Dans certains thèmes indépendants où tu as le loisir de te torturer parce que tu n'as vraiment pas de gros problèmes financiers. Ça me fait penser à Stanley Cavell, en fait, parce qu'il y avait reproché ça qu'il y a un écrivain sur les comédies sur le mariage des années 30 parce qu'ils sont tous riches, c'est en pleine pandémie, en pleine crise économique, puis tous les personnages sont immensément riches. Mais il disait que justement, c'est parce qu'ils sont riches, ils n'ont pas ces problèmes-là matériels, on peut se concentrer sur la relation personnelle. C'est ça. C'est ce qui permet de voir juste, même si effectivement, Scary Grant, avec Catherine Hepburn, c'est pas le même enjeu qu'il pourrait être, mais il y a quelque chose qui reste plus au niveau personnel, si on veut, c'est des niveaux interrelationnels plutôt que de... Je pense que aussi Agaï Lévy, il en fait aussi un hint parce que dans la doctorante, dans le premier épisode, quand elle vient justement parler au couple et elle lui dit success is because you stay together 10 years. Il dit c'est juste ça, success. Elle dit for people from your economical background. Yes. Donc c'est comme, je pense que Agaï Lévy a mis le point en disant guys, je sais qu'ils sont riches, donc c'est ça. Mais moi je pense que pour répondre à ta question, c'est on s'est basé plus sur la question du genre, je pense. Et du coup, vu qu'on a mis la question de même Master of None, puisqu'il y a un épisode entier sur la fécondation in vitro de Alicia et il est long et pesant, je pense qu'on a vu les problèmes professionnels par rapport justement à la question du genre. Genre, Mira qui perd son job parce qu'elle a 40 ans et elle perd Polly parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Et on a Denise qui n'arrive pas à écrire, mais on le voit aussi, moi je l'ai vu personnellement avec la question du genre parce que Alicia l'attend en haut, super bien habillée avec des bougies, du vin et tout, mais elle est en bas en train de répondre à des phone calls, à tout ça. Donc, il y a le privé qui rentre dans le public. Donc je pense qu'on l'a vu, mais comme une espèce de trame de fond pour dire ça ramène des problèmes à la maison. Mais on s'en fiche un peu parce que le problème, c'est qu'elles ne peuvent pas être ensemble. L'autre, elle a le corps qui change, donc on a la mode. C'est plus. Et je pense que c'était vu dans celui de Bergman plus comme un. C'était le downfall de Johan. Oui, mais dans la masculinité de Johan. Exactement. C'était plus comme, tu vois, il est parti du mariage, il a voulu avoir une relation. Paola, elle est devenue violente. It's better to be alone than to be with Paola. Je sais quoi l'autre, il perd son job. À la fin, il est même la scène de signature de papier, il est habillé avec une espèce de vieille, comment ça s'appelle, un vieux chandail de papier un peu gris, bizarre, qui est un peu trop grand. C'est les cheveux, tout ébouriffé, les cernes. Je pense que ça a été plus vu comme une trame de fond pour mettre, et comme on s'est basé plus sur justement le genre et la question du poids sur les femmes et tout ça, on l'a vu comme comment ça met sur les femmes plus que ça. Je pense que c'est comme ça qu'on l'a vu. Mais il y aurait une tort de... si vous voulez, on peut rester jusqu'à demain. Moi, ça va. Ouais, non. On peut prendre peut-être une dernière question. J'en ai une sur la question du non-verbal d'un point de vue sémantique. Je n'ai pas la solution. J'ai pas une solution. C'est quelque chose qui me travaille depuis très longtemps. C'est-à-dire comment intégrer, parce qu'à mesure qu'on va dans la finesse communicationnelle de ce qui est représenté, et voilà,
On voit bien quand les structures s'affaiblissent, c'est la communication qui prend le relais, c'est un effet de vase communicant en tous les pays. Et du coup, dans la finesse de la communication, le non-verbal et la représentation du non-verbal, évidemment, va prendre une place grandissante. Ça a été évoqué un petit peu avec la question d'attente, ou la question, voilà, comment est-ce que l'une et l'autre vous appréhendez ça, en fait, en particulier sur les questions de communication amoureuse? Alors, la manière dont moi je l'ai présenté, ou plutôt nous on l'a présenté, on l'a mis en avant, c'était clair que c'était une alternative à la communication. Et je pense que c'était clair que c'était comme un positionnement par rapport au fait que c'est pas parce qu'on parle pas qu'on n'échange pas, et qu'il y a plein d'autres choses. D'ailleurs, dans Bergman, à un moment donné, on voit une espèce de chorégraphie, d'ailleurs, ça j'aurais peut-être dû le mettre en avant, une chorégraphie qui se fait entre Marianne et Johan qui reviennent d'une pièce de théâtre où ils n'ont pas mangé, ils ont faim, et donc Johan discute, Marianne s'exécute, lui il parle, il s'échange. On a un espèce de, comment on appelle un plan qui reste Plan fixe. Un plan fixe, merci beaucoup. Je n'ai pas le vocabulaire de ce nom, désolé. Et ils font juste bouger d'une pièce à l'autre et tout ça. Elle pose un verre, lui ramène, se sert et tout ça. Mais c'est immense cette scène. Pourquoi? Parce que ça te montre qu'ils sont synchro, mais qu'en même temps, ce qui se passe verbalement, c'est Johan qui utilise son sarcasme et sa manière de toujours piquer Marianne, en parlant de « Ah, ces féministes, elles sont nulles. C'est quoi? Ah, des féministes, imagine comment ça s'appelle, un groupe d'orchestre de femmes, toutes avec leurs règles, les violons, ils joueraient pas bien. » C'est juste pour l'énerver, pour qu'il ait une réaction. Donc, tu vois que dans le verbal qui est plus pour le fight et de dire c'est comme ça qu'on est d'habitude. Moi, je l'énerve un peu, elle répond pas, je continue, j'ai pas de réaction, yes, j'ai gagné, on va aller dormir. Mais l'échange, oui, le non-verbal, merci beaucoup, il est vraiment synchro comme dans une routine. Elle lui sert les trucs, il s'assoit, elle porte, elle prend, il va, il s'allonge, elle ramène la couverture. Cette scène-là, elle est en dissonance je sais pas pourquoi je mets des mots en anglais, je suis désolée. On est dans la dissonance de l'émotion, mais en même temps, tu vois que, tiens, un couple qui, verbalement, a l'air pourri, parce que lui, il est là, il est comme moi, il est féministe et tout, il est comme, t'as envie de lui dire, mais réagis, il dit quelque chose. En même temps, ils sont tout à fait synchro dans la manière de faire, et tu le vois aussi, pareil, dans l'inverse, dans Master of None. Je sais pas si j'ai répondu à la question, je suis en train d'aller dans mon... Ok, pareil dans Master of None, ils ont peut-être beau échanger des petites danses et tout ça, la petite danse de quand elle se retrouve après la liaison, ben la finalité de ça, c'est elle dans le lit, ou bien quand elles échangent le snack, c'est elle dans le lit qui rit, et d'un coup, les visages se décomposent, et c'est comme, qu'est-ce qui se passe lundi quand tout ça s'arrête? Et elle lui dit, non, on n'y pense pas maintenant. On laisse le week-end, et la scène reprend cette espèce de ce gros poids, cette enclume qui nous tombe dessus. Donc, je pense qu'il y a cette idée de... toujours ne pas faire attention à ce qu'on dit, mais de toujours mettre en avant. Je ne sais pas si j'ai pris la... Je voulais juste ajouter que dans les essais vidéo, on a essayé de mettre en évidence justement des gestes qui se répètent. Ça a été super intéressant parce qu'on a identifié trois types de gestes étant donc passion, routine et détachement. Et c'est des moments où il n'y a pas de dialogue qui reviennent avec des variations dans chaque série et à travers les séries. Et c'est super intéressant. Ce qu'on voit, c'est que c'est en boucle, en fait. Ça marche en boucle. Donc, tu n'as pas un parcours qui va vers le détachement puis c'est fini. Au contraire, dans chaque presque scène, tu retrouves les trois, parfois avec beaucoup de violence. La passion peut se transformer carrément en acte de violence. On l'a vu dans toutes les séries, peut-être sauf dans Master of None, mais c'est intéressant pour penser de penser le couple comme pris dans une boucle finalement de laquelle tu ne te sors pas. Il y a une question donc pour Lamia. Peut-être préciser ce qu'elle entend par double contrainte. Quand tu parlais Ah oui, la double contrainte qui était donc dans la slide du travail émotionnel, et c'était pour expliquer en même temps que c'était la même chose que la dissonance émotionnelle, et ça venait d'un texte de Poder, qui est une autrice, si je ne me trompe pas. Et elle expliquait que la double contrainte, c'était de non seulement devoir dans un travail émotionnel, non seulement devoir dans un travail émotionnel comprendre ses émotions, les mettre en mots et les exprimer de manière intelligible,
et de surtout pas faire la bêtise de mettre en avant le fait que ça nous énerve et donc de mettre en avant l'idée de l'émotion négative. Donc, il faut cacher en plus l'émotion négative. On le voit un peu dans le deuxième Scenes from a Marriage, dans l'épisode où Mira avorte et la scène entière se passe sur elle qui demande à John, enfin la scène entière, le début de la scène, c'est elle qui remarque que John va mal et qui est comme « Viens, assis-toi, ça va aller, tu sais, tout va bien et tout ça. » C'est qu'elle est allongée sur le lit. Donc, elle est allongée sur le lit, elle vient juste de prendre la pilule qui lui fait, elle est dans la douleur et tout ça. Et lui est comme, ah, je sais pas pourquoi je vais pas bien, mais c'est un peu bizarre, je sais pas où est-ce que je suis par rapport à cette situation. Et elle lui répond, non, non, mais c'est normal ce que tu vis. Et tu sais pourquoi je sais que c'est normal? Parce que moi aussi, je vis pareil. Et ça, c'est le premier début de la cassure de justement les femmes commencent à s'exprimer. Et lui répond comme, ah oui, oui, oui. Et elle roule les yeux pour finalement, quand elle prend la pilule et avoir mal des douleurs d'avortement, elle chuchote, I feel guilty. Elle le dit pas à haute voix. Donc, c'est un peu ça, cette double contrainte. C'est de devoir toujours être comment tu te sens, exprime-le, moi aussi, je vais bien, mais attention, il faut cacher ce qu'on ressent. Donc, je pense que cette scène-là, s'il faut, on veut comprendre ça, c'est la meilleure. Et aussi la conversation qu'ils ont dans le lit quand ils se disent, on va garder cet enfant, oui, on va le garder, puis ça passe automatiquement, c'est pas immédiatement sans césure. Avec une césure raide, sans transition, à elle qui est à l'hôpital. Qui est à l'hôpital directement. Ils ont dit, oui, oui, mais moi aussi, je le veux, etc. Mais c'était pas vrai. Pour elle, c'était pas vrai. C'était pas du tout vrai. D'ailleurs, il le montre encore une fois dans cette scène, genre on va faire que surenchérir, mais cette scène elle est géniale parce que il vit un premier avortement parce qu'il va aller lui chercher une canette de Pepsi pour qu'elle puisse prendre la bouteille, et le fait que la canette tombe du distributeur, il y a une scène à un moment donné où on zoome sur lui, il est pas bien parce que genre il y a une espèce de, comment on appelle ça, de symbolisme d'un enfant, genre ah, il est tombé. Et ça c'est génial parce que c'est dit mais pourquoi c'est lui qui le vit? Genre, pas, je sais que l'avortement c'est difficile pour les deux, mais c'est comme ça, c'est bizarre, lui il le vit dans le symbolisme, elle le vit dans la douleur, et il faut pas que je dise ah, tu vois, c'est très... Donc, je pense que cette double contrainte, elle est là. Où est-ce qu'on peut lire vos publications sur ce sujet? À suivre. Dans quelques années. On est des enfants encore dans ce stage de doctorat. Mais vu que ça fait 1 an qu'on est sur la série, j'imagine qu'à un moment donné, il va bien y avoir quelque chose qui va... Chiara qui est comme là. Moi, ça sent bien, si on veut tout dire, mais pour la fin de l'été, aux presses François Rabelais de Tours, un livre sur le principe d'incertitude dans les séries. Bravo. Et sinon, on a le site. Et le site. Amour et série. Amour série. Voilà, on avance cette idée un petit peu. On va le mettre dans le chat. Le site qui est génial parce que j'y ai participé. Non, je rigole. Mais il est vraiment bien fait et il y a un petit peu de tout à l'intérieur, donc ça peut être intéressant. Quelle est son adresse, justement celle-ci? Je pense qu'il faut qu'on rompe la discussion. On prend une courte pause parce qu'on a quand même d'autres communications qui s'en viennent. Une dizaine de minutes, si ça vous va, mettons 10h20, 10h25 max. Puis vous avez des collations, le café